Pensez à cette femme, toujours silencieuse, toujours assise à côté de son mari, de son homme, à qui on a appris une chose depuis l'enfance, être douce, être discrète, être soumise. Dans certaines cultures, notamment africaines, cette idée n'est pas seulement présente, elle est centrale, elle est valorisée, elle est attendue. Mais une question me taraude. Cette soumission vient-elle réellement de Dieu ou a-t-elle été renforcée par les sociétés humaines? Car au tout début, il est important de le rappeler, les textes religieux avaient été écrits dans des sociétés patriarcales où les femmes avaient peu de droits et peu de voix. Alors aujourd'hui, une interrogation mérite d'être posée. Et si ce que l'on appelle soumission était en réalité une interprétation? Et si derrière la soumission se cachait quelque chose de plus complexe? Mais avant d'aller plus loin, une chose est essentielle. Cette vidéo n'a pas pour objectif de pousser à la rébellion, ni de manquer de respect à qui que ce soit. Elle a pour but de comprendre. Parce que beaucoup de couples souffrent aujourd'hui, non pas par manque d'amour, mais par manque de compréhension. Dans cette vidéo, je vais analyser ce qui se cache derrière cette notion. Nous verrons donc d'où vient l'idée de soumission, comment elle a été intégrée et amplifiée dans certaines cultures africaines, ce que disent réellement les textes religieux, pourquoi cette notion crée aujourd'hui des déséquilibres et comment distinguer foi et construction sociale. Pour finir, nous répondrons à cette ultime question. La soumission est-elle une valeur spirituelle ou une norme sociale devenue incontestable? Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rebecca et sur cette chaîne, j'aborde tous les faits qui façonnent notre société. Si c'est quelque chose qui vous parle ou qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue sur ma chaîne Rebecca raconte. Aujourd'hui, les amis, j'aborde une tenue traditionnelle de chez moi, le Bénin, car on aborde un sujet sensible, un sujet qui touche à la culture, à la religion, mais aussi à l'intime, la soumission. Dans de nombreuses familles africaines, la soumission de la femme est présentée comme une évidence, une norme, quelque chose qu'on ne discute pas. Mais rarement on nous prend le temps de poser une question simple. Pourquoi? Parce que parfois, ce que l'on ne questionne pas nous façonne profondément. Les textes religieux comme la Bible ont été rédigés il y a plusieurs siècles, à une époque très différente de la nôtre. Des sociétés anciennes où l'organisation sociale repose sur des structures bien précises. Des sociétés où les hommes détenaient l'autorité politique et religieuse, qui était fortement hiérarchisée, et la place des femmes était dans la majorité des cas limitée à des rôles domestiques ou familiaux. Dans ces contextes, les normes n'étaient pas seulement culturelles, elles étaient aussi nécessaires à la stabilité sociale. L'ordre, la hiérarchie et les rôles définis permettaient d'organiser la vie collective. Mais il est essentiel de comprendre une chose. Ces textes ne sont pas apparus dans un vide. Ils sont le reflet d'un contexte historique précis. Et ce type d'organisation n'était pas propre à une seule région du monde. On le retrouvait en Europe, au Moyen-Orient, mais aussi dans certaines sociétés africaines traditionnelles. Cependant, il faut faire une distinction essentielle. Contrairement à certaines idées reçues, toutes les sociétés africaines traditionnelles n'étaient pas fondées uniquement sur une domination masculine stricte. Dans plusieurs cultures africaines précoloniales, je tiens à le préciser, les rôles étaient parfois
complémentaire, pas égalitaire au sens moderne, mais pas uniquement basé sur l'effacement des femmes. Certaines sociétés reconnaissaient même des formes de pouvoir féminin. On pouvait y retrouver des reines influentes, des chefs de communauté, des chefs de guerre appelés agodiers comme au Dahomey actuel Bénin, des conseillères politiques ou encore des figures spirituelles respectées. Des chercheuses comme Oyeronke Oyewumi, d'origine nigériane et professeure associée de sociologie à l'université de Stony Brook, ont montré que dans certaines sociétés africaines, les rôles de genre étaient plus flexibles qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Ce qui signifie que la domination masculine telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui n'était pas toujours structurée de la même manière. Mais avec le temps, ces équilibres ont évolué et plusieurs facteurs ont joué un rôle déterminant. La colonisation qui a importé des modèles sociaux européens plus rigides, l'introduction et la diffusion de certaines interprétations religieuses et la transformation progressive des structures sociales. Ces influences ont parfois renforcé des hiérarchies plus strictes, des normes plus rigides, des rôles moins négociables, et petit à petit, ce qui était parfois un équilibre devient une obligation, ce qui était une organisation devient une hiérarchie, et ce qui était une complémentarité devient une domination. Dans certains contextes africains actuels, cela se traduit par une attente plus forte envers les femmes, une soumission plus visible, plus valorisée et parfois plus exigée. Et c'est là que le sens change profondément, car on ne parle plus seulement d'un cadre social, mais d'une norme qui peut peser dans les relations et qui mérite aujourd'hui d'être interrogée. Aujourd'hui, dans certaines sociétés africaines, la notion de soumission est souvent plus accentuée. Elle ne se limite plus à une idée spirituelle, elle devient une attente sociale forte, une norme, comme je l'avais dit, presque une condition pour être considérée comme une bonne femme. On ne parle plus seulement de foi, on parle de comportement, d'image, de réputation, et cela se traduit dans des phrases du quotidien comme une femme doit supporter, une femme ne doit pas répondre, une femme doit rester à sa place. Ces phrases répétées encore et encore finissent par devenir des vérités. Et c'est ainsi que la norme s'installe. Mais cette pression ne vient pas uniquement des hommes, et c'est un point essentiel. Elle est aussi transmise par des femmes elles-mêmes, des mères, des tantes, un entourage, pas forcément pour faire du mal, mais parce que c'est ce qu'elles ont appris. Prenons un exemple. Une femme, appelons-la Aïcha. Au début, son mariage semblait normal, mais très vite, son mari contrôle ses sorties, ses fréquentations, ses paroles. Un jour, il lui dit, une femme respectable ne répond pas. Puis viennent les humiliations, d'abord discrètes, puis silencieuses, mais constantes. Aïcha pense partir, mais autour d'elle, on lui dit, supporte. Un mariage, ça se protège. Alors, elle reste. Parce qu'on lui a appris que partir, c'est échouer. Et à ce moment-là, la soumission n'est plus une valeur, c'est une prison. Mais cette situation ne vient pas de nulle part. Prenons maintenant un autre exemple. Un homme, appelons-le David, Rachid, Thomas ou qu'en sais-je. Tout ce que vous voulez. David a grandi avec une idée simple. Un homme doit être respecté, une femme doit être soumise. Pour lui, c'est normal. Le jour où il se marie, il attend naturellement ce comportement. Mais sa femme pense autrement. Elle s'exprime, elle refuse certaines choses et là, il interprète cela comme un manque de respect. Alors, il s'impose, il se durcit, pas par méchanceté, mais parce qu'il pense faire ce qui est juste. Et c'est là que le problème apparaît. Parce que dans cette situation, personne n'est totalement coupable, mais tout le monde est influencé par un système. Dans la Bible, certains passages évoquent la soumission, comme dans Éphésiens. Mais il ne s'arrête jamais à cela.
Car juste après, dans ce même livre, Éphésiens 5, verset 25, il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset change complètement la lecture, change complètement la donne, parce qu'il introduit une exigence bien plus lourde, aimer jusqu'au sacrifice, pas un amour superficiel, pas un amour conditionnel, un amour qui protège, un amour qui élève, un amour qui se donne. Autrement dit, dans ce passage, la relation n'est pas pensée comme une domination. Elle est pensée comme un équilibre exigeant. D'un côté, une forme de respect, de l'autre, une responsabilité immense. Mais dans la réalité, ce deuxième aspect est souvent mis de côté. Dans certaines interprétations, notamment dans certaines cultures africaines, où l'autorité masculine est fortement valorisée, un seul mot est retenu, soumission. Et tout le reste disparaît, comme par magie. Le sacrifice, le respect profond, l'amour exigeant, tout ce qui demande un effort réel est parfois oublié. Ce déséquilibre n'est pas forcément intentionnel, mais il est réel, présent. Comme l'expliquent plusieurs chercheurs en sociologie des religions, les textes sacrés ne sont jamais interprétés dans le vide. Ils sont notamment une vision de notre culture, une vision de nos habitudes, une vision des rapports de pouvoir déjà existants. Ainsi, dans des sociétés où l'homme est déjà perçu comme une figure d'autorité, les passages qui renforcent cette autorité sont davantage mis en avant et ceux qui imposent des devoirs, beaucoup moins. Le théologien anglais Nicholas Thomas Wright souligne d'ailleurs que ce passage d'Éphésiens ne peut être compris que dans sa globalité. Il s'agit d'un appel à une relation fondée sur le don de soi et non sur le contrôle. Mais lorsque cette lecture est partielle, l'équilibre disparaît, s'effondre. Et ce qui devait être une relation de réciprocité peut devenir une relation à sens unique. Résultat des courses, la soumission est demandée, parfois exigée, parfois imposée, mais en face, le sacrifice n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est là que l'idée spirituelle change de nature. Elle ne guide plus, elle justifie. Elle ne protège plus la relation, elle peut devenir un outil de déséquilibre, voire dans certains cas, un outil de domination. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient essentiel de se poser une question. Est-ce que l'on suit réellement le test ou seulement une partie du test qui nous arrange? Personnellement, je pense que l'on a transformé un appel à aimer en permission de dominer. Dans certains cas, cette vision de la soumission ne crée pas de l'harmonie. Elle crée un déséquilibre. Un déséquilibre progressif, silencieux, presque invisible au début, puis de plus en plus lourd. Certaines femmes apprennent très tôt à ne pas contredire, à ne pas répondre, à ne pas provoquer. Alors petit à petit, elles s'adaptent, elles se taisent, elles minimisent, et ainsi de suite. Même lorsque quelque chose ne va pas, même lorsque la limite est dépassée. Dans cette dynamique, la soumission cesse d'être un choix, elle devient une contrainte. Certaines femmes peuvent alors subir en silence, accepter des comportements injustes, rester dans des situations de maltraitance, parfois pendant des années, pas par faiblesse, mais parce que tout autour d'elles leur a appris à rester, à tenir, à préserver la relation coûte que coûte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les inégalités de pouvoir dans les couples font partie des facteurs qui augmentent le risque de violence conjugale. Autrement dit, lorsque l'un domine, l'autre a plus de difficultés à se défendre. Dans certains contextes, notamment là où la soumission est fortement valorisée socialement, quitter une relation ne dépend pas seulement de la volonté. Cela implique de faire face au regard de la famille, à la pression sociale, à la peur du jugement et parfois à la culpabilité. Parce que partir dans ces environnements peut être perçu comme un échec
ou pire, comme une désobéissance. Alors, certaines restent, pas parce qu'elles ne voient pas le problème ou le danger, mais parce que partir a un coût émotionnel, un coût social, parfois même un coût économique. Et dans ce silence, quelque chose se construit. Une relation où l'un décide, l'autre s'adapte. Une relation où l'un parle, l'autre se tait. Une relation où l'un impose, l'autre endure. Et à ce moment-là, ce n'est plus de la soumission, c'est de la domination pure et dure. Une domination qui ne dit toujours pas son nom, mais qui se ressent dans les silences, dans les salutations, dans les choix qu'on n'ose plus faire. Parce qu'au fond, une relation qui empêche de s'exprimer n'est plus une relation équilibrée. Et une soumission qui empêche d'exister ne protège plus la relation. Elle enferme. Aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Dans de nombreuses sociétés africaines, une nouvelle génération commence à remettre en question ces normes. Pas dans un esprit de rébellion, pas pour rejeter la culture, mais pour la comprendre, la revisiter et parfois la redéfinir. Parce que pour la première fois, beaucoup de jeunes femmes et aussi des hommes ont accès à d'autres visions du monde à travers les études, les réseaux sociaux, les échanges interculturels. Ils comparent, ils observent, ils réfléchissent. Et une question revient souvent, ce que l'on m'a appris, est-ce une vérité absolue ou une norme héritée? Comme l'explique la sociologue Oyeronke Oyewumi, les structures de genre que l'on considère aujourd'hui comme traditionnelles ont parfois été profondément transformées par l'histoire, notamment par la culture, l'introduction de modèles occidentaux et certaines interprétations religieuses imposées ou renforcées. Ce qui signifie une chose essentielle, tout ce que l'on considère comme traditionnel ne l'est pas toujours entièrement. Certaines normes que l'on pense anciennes sont en réalité le résultat de transformations récentes. Et cette prise de conscience est une véritable rupture. Elle oblige à se poser des questions inconfortables. Est-ce que cette norme me protège ou me limite? Est-ce que cette valeur est choisie ou imposée? Est-ce que respecter signifie s'effacer? Et c'est là que naît une tension entre l'héritage culturel qu'on ne veut pas trahir, les croyances religieuses qu'on ne veut pas remettre en cause brutalement et les aspirations modernes qui parlent d'égalité, de respect mutuel et de liberté. Cette tension est réelle, présente. Elle se vit dans les couples, dans les familles, dans les discussions, parfois même à l'intérieur de soi. Certaines femmes veulent honorer leur culture, mais refusent de s'effacer. Quoi de plus normal? Certains hommes veulent être respectés, mais commencent aussi à comprendre que le respect ne peut pas être à sens unique. Et c'est peut-être ça le vrai tournant. Pas un rejet, mais une évolution. Une tentative de trouver un équilibre entre ce que l'on a reçu et ce que l'on veut devenir. Parce qu'au fond, remettre en question une norme, ce n'est pas la détruire. C'est essayer de comprendre si elle a encore sa place aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, une question se pose. Une question essentielle. Comment garder ses valeurs sans reproduire des déséquilibres? Parce que dans beaucoup de cultures, abandonner certaines pratiques peut être perçu comme une trahison. Trahir son éducation, trahir sa foi, trahir son identité. Mais est-ce vraiment cela ou est-ce simplement évoluer? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans le rejet, mais dans la compréhension. Comprendre ce qui mérite d'être gardé et ce qui mérite d'être réinterrogé. Revenir à l'essentiel, pas à ce que l'on nous a répété, mais à ce qui fait réellement tenir une relation. Le respect mutuel, un respect qui ne dépend pas du genre, un respect qui ne se réclame pas, mais qui se donne la responsabilité partagée, parce qu'un couple, ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas un chef et un exécutant, on n'est pas dans une troupe.
c'est deux personnes qui portent ensemble le poids de la relation, la dignité de chacun, car aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier l'effacer, le diminuer ou le faire taire. Dans ce sens, les travaux du psychologue John Gottman sont particulièrement éclairants. Après avoir étudié des milliers de couples, il montre que les relations qui durent ne sont pas celles où l'un domine. Ce sont celles où chacun est entendu, respecté et considéré. Autrement dit, la stabilité ne vient pas de l'autorité, elle vient de l'équilibre. Et c'est là que la notion de soumission doit être repensée. Parce que si elle existe, elle ne peut pas être imposée, elle ne peut pas être exigée dans une seule direction. Sinon, ce n'est plus un choix. C'est une contrainte. Ce n'est plus de l'amour, c'est un rapport de pouvoir. Et peut-être que la vraie question n'est plus qui doit se soumettre, mais plutôt comment construire une relation où personne n'a besoin de s'effacer pour que l'autre existe. Chers amis, c'est déjà la fin de cette vidéo que j'ai réalisée avec encore plus de soin car c'est un sujet qui me tient profondément à cœur. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je m'appelle Rebecca et ici on analyse ensemble les sujets qui façonnent notre société. Parce qu'une chose reste sûre, derrière chaque fait se cache quelque chose de plus complexe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager à vos proches. Vous pouvez également aller regarder mes vidéos précédentes. Ce serait un plaisir de vous savoir parmi cette belle communauté. Et surtout, dites-moi en commentaire, dans votre culture, comment est perçue la soumission? J'ai hâte de lire tous vos avis. C'était Rebecca vous raconte. À dimanche prochain.